That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de André Delon, Delon avec un S à la fin. Et pourquoi André Delon? Parce que ça c'est un livre, un petit livre, édité chez Nouvelle édition Place. Je salue Carole Aurouet, sans qui l'émission n'aurait pas eu lieu, et qui d'ailleurs directrice de la collection. C'est une série de plusieurs livres qui parlent de connexion entre la littérature, la musique, la peinture, etc. avec le cinéma. Aujourd'hui, c'est André Delon et le cinéma. C'est Karine Abadi, qui est professeure de littérature française et de cinéma à l'Université Mémorial de Terre-Neuve au Canada, et vos recherches actuelles portent sur les questions relatives à la cinéphilie, et vous allez comprendre qu'il y a un lien avec ce livre, et à la cinéphobie dans les années 10 et 20, ainsi que sur les rapports entre écrivains et cinéma, tant du point de vue des pratiques que du celui des discours. Et Karine est là, elle a accepté de venir. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter de cet auteur avec vous et avec les abonnés de votre chaîne. Comment êtes-vous tombé sur le regard d'André Delon sur le cinéma? Comment vous êtes tombé sur lui? En fait, ça s'est fait au cours de mes études doctorales. Donc, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal au Québec, au Canada. Je l'ai commencé en 2008 et je l'ai terminé en 2016. Mais ce doctorat portait sur les écrivains de l'entre-deux-guerres qui ont écrit au sujet du cinéma. Donc entre 1918 et 1939. À cette époque-là, il y avait peu de choses sur les rapports entre écrivains et cinéma. On savait que tout un tas d'écrivains de l'entre-deux-guerres avaient parlé du cinéma, mais par exemple, la collection de Carole Aurouet, donc dirigée par Carole Aurouet, elle n'existait pas encore. C'était pas quelque chose qui était sorti. Et donc, on savait qu'il y avait des auteurs qui avaient écrit sur le cinéma, mais maintenant, il s'agissait vraiment de chercher à gauche et à droite qui avait écrit, de faire un gros travail de recherche tant dans les recueils qui existaient, dans les livres de littérature, rapports entre écrivains et art en général. Et donc, c'est dans le cadre de ces recherches-là que je suis tombée sur Delon. Mais mon travail était vraiment celui d'une étude sur un corpus d'auteurs. J'ai travaillé sur Sandrard, sur Artaud, sur Desnos, sur André Gide, sur Malraux, enfin vraiment tout un tas d'auteurs, et parmi eux, il y avait Delon. À ce moment-là, c'était pas le sujet de ma thèse de travailler spécifiquement sur un auteur, mais il y avait quelque chose dans ces textes qui me parlait, qui m'intéressait, qui piquait ma curiosité. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin. C'est ce que j'ai fait quand j'ai pu terminer ma thèse, et c'est ce qui a permis la rédaction de ce petit livre. Mais donc, c'est vrai, la rencontre, elle s'est faite dans le cadre d'études, et puis ça a été une rencontre parmi d'autres auteurs, mais parmi ceux-là, c'était un des plus intéressants. Mais pourquoi vous dites, pourquoi dans le livre, dès le départ, vous le qualifiez comme un écrivain de cinéma? Ça reste aussi un point central là, vraiment de tout mon travail de recherche, que ce soit sur Delon ou que ce soit aujourd'hui sur d'autres auteurs. Écrire sur le cinéma, pour moi, c'est plus qu'écrire uniquement sur des films, et c'est beaucoup plus qu'écrire des scénarios. Pour écrire, enfin voilà, quand on écrit des textes qui vont être destinés à l'écran, on est scénariste, on est adapteur, on est dialoguiste. L'appellation écrivain de cinéma, elle englobait beaucoup d'autres choses, et elle englobait entre autres, et elle englobe toujours entre autres cette particularité d'auteurs qui vont écrire au sujet du cinéma, qui vont proposer des réflexions sur le cinéma en général, qu'est-ce que devrait être le cinéma, qu'est-ce qu'on pense du cinéma. À cette époque, à l'époque où Delon écrit, est-ce qu'on se positionne pour ou contre le cinéma parlant, etc. Et à côté, une activité de critique, mais qui n'est pas forcément définie comme telle.
une activité d'écriture dans laquelle on va parler de films. Et donc, cette qualification d'écrivain de cinéma où il y a quand même une volonté de choisir une écriture particulière dans le cadre de long, elle est importante pour qualifier tous ces auteurs qui se sont intéressés au cinéma en termes d'objets artistiques, objets esthétiques, mais aussi dans une volonté de prendre position par rapport à certaines idées, certaines esthétiques, certains films aussi. Alors, pour qu'on puisse un peu comprendre et cerner dans quel monde et milieu évoluait André Delon, aujourd'hui, si on parle de la cinéphilie, on sait ce que c'est, on sait comment ça fonctionne, on en connaît les doutes, la mauvaise foi, etc., etc. Bon, mais à cette époque-là, dans les années 20, c'est quand même une période qui est rarement, mais alors rarement questionnée par rapport à la cinéphilie et par rapport à la critique de cinéma, à part quelques auteurs, mais c'est toujours les mêmes. Et maintenant, quand on parle des grands auteurs de la critique, on pense à Bazin, Truffaut, Danet. Bon, et là, c'est ça qui est très important, c'est d'aller encore plus loin. Comment était perçue cette cinéphilie et surtout, comment était perçue la critique de cinéma à cette époque-là? Alors, c'est une bonne question. C'est une question que j'aime beaucoup parce que effectivement, la cinéphilie, on a tendance à la cantonner à cette période après-guerre finalement, années 50, nouvelle vague, cahier du cinéma, etc. Alors que la cinéphilie, même qui s'inscrit dans des pratiques, elle émerge dans les années 20, du moins en France, par l'existence de ciné-clubs, de conférences. Exactement ce qu'on va retrouver autour des critiques des cahiers du cinéma, des ciné-clubs, des conférences, des présentations de films, des discussions autour de films, la création de revues, la publication d'articles, de textes, de pamphlets qui défendent tel ou tel cinéaste. Et donc, la fréquentation de salles, de certaines salles, de salles d'art et d'essai, on peut penser au Studio 28 ou au Studio des Ursulines, qui vont être des lieux de propositions cinématographiques un peu avant-gardistes, mais aussi tout simplement différentes et qui vont amener un public qui va, lui, être intéressé par ces questions de cinéma, qui va être vraiment animé d'une passion du cinéma. Alors, c'est des choses qui existent dans les années 20, qui sont évidemment beaucoup moins populaires ou diffusées qu'elles ont pu l'être dans les années 50, dans les années 60, mais on a quelques animateurs qui vont vraiment animer des sortes de réseaux, entre guillemets bien sûr cinéphiles, mais qui vont vraiment faire la promotion de certains films, d'une certaine manière de regarder les films, de certains cinéastes, de certaines approches justement de différents genres aussi, et tout ça va se faire en personne, mais va beaucoup se faire aussi dans les revues. Et c'est dans ce cadre-là que se développe aussi la critique de cinéma, mais elle n'est pas encore institutionnalisée, elle n'est pas encore organisée, elle n'est pas encore bien définie. Par exemple, le vocabulaire de cinéma, aujourd'hui on parle de réalisateur, on va parler de films, de montage, etc. À l'époque, ça reste un vocabulaire qui est très flottant. Ça va un petit peu plus se stabiliser autour de 1925-1926, mais pendant tout un moment, on n'a pas de terminologie. Alors évidemment, pour parler de film, si on n'a pas la terminologie adéquate, c'est un peu compliqué, c'est un peu problématique. Et donc, on a des textes qui sont beaucoup des textes d'impression, mais pour parler de film. Et donc, André Delon va s'inscrire dans ce mouvement qui est finalement très libre aussi, parce qu'on est véritablement animé par un désir de parler de cinéma, de parler des films qu'on aime. Et ce sera vraiment une des approches que prendra Delon dans son écriture, dans sa défense du cinéma. Il sera
l'auteur d'une chronique dont j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle La chronique des films perdus, où il choisit tout simplement de parler de films qui n'ont pas n'ont pas reçu l'attention qu'on aurait pu souhaiter pour eux. Un petit peu dans la même idée que quelques années plus tard, le Festival des films maudits va défendre autour de ces films qui sont maudits ou en tout cas qui n'ont pas été suffisamment aimés. Alors, permettez-moi, c'est une belle transition avec ce que vous êtes en train de dire. Permettez-moi juste de lire un extrait de votre livre, c'est page 12. C'est sur l'aventure des films perdus. Vous écrivez, donc André Delon, il parlera des films qu'il voit, de ceux qu'il aime et qui échappent souvent à l'attention de ses contemporains. Ça, c'est d'actualité, hein. Ça, je peux le dire aujourd'hui, hein. C'est la même chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous continuez, vous dites, il s'agira donc d'aborder, vous ouvrez les guillemets, des films particulièrement interdits aux amateurs d'art, aux applaudisseurs du bout des doigts, aux admirateurs du triple écran, à tous ceux qui disent de Ben-Hur, ou la version de Fred Diblo, de Ben-Hur, oui, mais il y a la course de chars, à tous les très fins, très justes. L'apport majeur de Delon se situe à ce niveau, proposer des contributions ou réfléchir à partir de films perdus, c'est-à-dire non pas des films qui auraient disparu, mais plutôt des créations qui n'auraient pas suscité suffisamment de curiosité et dont notre mémoire du cinéma n'aurait parfois pas su garder la trace. On n'est pas forcément dans la politique des auteurs, mais on est vraiment dans la politique du film. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, les films perdus pour Delon sont pas toujours les films qui seraient perdus pour nous aujourd'hui. Il va s'intéresser à des films, par exemple, aux films de Pudovkin, à des films de Chaplin, à des films qui mettent en scène les frères, les Marx Brothers ou Buster Keaton. Tout ça, c'est pas des films qui sont forcément perdus pour nous. Mais dans les propositions cinématographiques, dans les films qui sont proposés sur les écrans à l'époque, on n'est pas dans le Napoléon d'Abel Gance, on n'est pas dans la course justement de Ben-Hur, on est dans ce qui a échappé un petit peu au regard de la critique. C'est important aussi d'ajouter qu'à l'époque, la critique, elle lutte beaucoup pour son indépendance. Il y a beaucoup de plumes, il y a beaucoup de journalistes qui vont écrire, qui sont tout simplement des prolongements publicitaires des sociétés de distribution et donc qui vont faire la promotion de certains films tout simplement pour aller chercher des spectateurs. C'est pas forcément quelque chose qui a énormément changé encore une fois aujourd'hui, mais cette question de l'indépendance, elle est aussi centrale et il faut l'avoir en tête parce que on parle aussi très souvent des films qui vont permettre aux salles de vivre. Quelle a été la période d'activité régulière d'André Delon? Alors, pour le moment, ça c'est important aussi de le mentionner, moi mes recherches sur Delon, je les considère absolument pas comme définitives, donc je vais vous donner une période, mais c'est fort possible qu'elle soit plus longue et qu'il y ait des choses que j'ai pas encore trouvées. Il a écrit pour précisément deux revues de cinéma, une revue plus artistique, culturelle entre 1928 et 1933. Donc, il a une vie aussi très, très courte. Hein. Il est né en 1909 et il est mort en 1940. Il a disparu au large de Dunkerque. Il s'était engagé auprès d'un corps d'officiers britanniques et donc, en tentant de rejoindre Londres, il a disparu. Et donc, son travail autour du cinéma se fait entre 1928 et 1933. Principalement dans la revue du cinéma. Il fait partie de l'équipe fondatrice de la revue du cinéma, de la première série de cette revue avec Jean-Georges Auriol. Mais autour de 1930, il va écrire beaucoup moins régulièrement sur le cinéma. Donc, dans la revue du cinéma, il s'arrête d'écrire à peu près en 1930. Il publie un certain nombre de textes aussi dans la revue belge Variété. Et c'est la même chose, autour de 1930, on n'a pas trop de textes. Et en 1933,
deux textes qui sont publiés dans une revue qui a pour nom de Document 33, qui est pas une revue, c'est plus une revue confidentielle jusqu'à un certain point, mais deux textes fort intéressants sur le cinéma et la folie. Et après ça, plus rien, pour le moment. Donc, les années 30 aussi, ça correspond à une période où il s'est tourné vers des activités plus politiques. C'est aussi un moment où il y a certains critiques qui ont arrêté de s'intéresser au cinéma. On pourrait dire que les propositions peut-être cinématographiques étaient moins intéressantes de leur point de vue, mais ça reste un contexte social et politique extrêmement riche, et donc certaines plumes se sont orientées vers d'autres choses. Ça a été le cas de André Delon, qui s'est impliqué auprès des communistes, autour aussi, qui est allé faire un tour en Tunisie, et donc qui s'est engagé auprès du Néo-Destour. Donc voilà, c'est des choses, ça reste embryonnaire comme connaissance. Là-dessus, mon travail, c'est pas un travail biographique. Et donc, il n'y a pas de travail non plus biographique qui a été fait sur Delon. Il y a très peu de recherches qui ont été faites sur lui. Peut-être mis à part les travaux très importants d'Alain et Odette Virmaux et de Prosper Hilleret, mais à part ça, peu d'informations. Donc voilà, pour le moment, une période d'intérêt, d'écriture sur le cinéma entre 1928 et 1933, qui est une période charnière aussi pour l'histoire du cinéma, avec ce passage au parlant. Alors, il y a quelque chose quand on lit le livre qui revient souvent, c'est comment lui, il voit le cinéma, plutôt qu'est-ce qui le sensibilise dans le cinéma. Et c'est passionnant parce que j'ai cette impression que ce qui le passionne, c'est surtout lorsqu'il a cette impression que le film lui échappe, qu'il est dans la démesure, qu'il est dans la folie. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc, ce qu'il attendait du cinéma, c'est que ça soit un art. Il le dit, hein, il dit, pour l'instant, on n'a rien vu du cinéma, et il sent que quelque chose peut se passer d'un point de vue technique, mais aussi au niveau des mises en scène. Mais par contre, ce qu'il retient, c'est la violence, c'est la folie et la démesure d'un art qui lui échappe, et il en est ravi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On a constamment l'impression que ce qui l'intéresse, ce qui l'amène à chaque fois dans une salle de cinéma, c'est cette demande de surprise. Quand il parle c'est en ces termes-là, me semble-t-il, qu'il parle de Tempête sur l'Asie de Pudovkin, où il dit tout d'un coup, voilà, ça s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a ce moment, il y a ces images, il y a quelque chose qui va le faire sursauter, le surprendre en tant que spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui, chez les écrivains de l'époque, est assez unique, en fait. Cette demande, cette attente de la surprise permanente, elle est centrale dans son rapport au cinéma, parce qu'à chaque fois, et ça c'est un des points, moi, qui m'intéresse et qui me fascine chez lui, c'est qu'on est constamment en train de lire ce que pense un spectateur de cinéma. Là-dessus, Delon, il est comme nous. C'est un homme qui va voir des films, qui va dans des salles, qui expérimente la salle, et donc qui est surpris par ce qu'il voit à l'écran, mais comme d'autres spectateurs autour de lui le seraient aussi. Donc il y a vraiment cette sorte de communauté avec les autres spectateurs. Ça me semble, ça se ressent beaucoup dans ces textes. Et donc cette démesure, cette folie, ce grandiose qu'il peut chercher dans des films, il souhaite énormément le communiquer aux autres spectateurs aussi. Ça doit être une expérience collective, ça doit être une sorte de surprise collective. Et ça, c'est présent dans ces textes, et je pense que c'est aussi central à avoir en tête lorsqu'on pense au cinéma. C'est un élément sur lequel on peut réfléchir beaucoup aujourd'hui, parce que les choses sont en train de se transformer aussi. Mais chez Delon, le spectacle est collectif, on est dans une salle, on est impressionné par ces images, et
Et ça relève pas toujours de la technique ou de la mise en scène, c'est vraiment quelque chose de personnel. On est pris par une sorte de beauté des images. C'est de cet ordre-là que son impression là, des films, elle se mesure à ce niveau-là. On vit tous ce genre de choses, voir des films, avoir une image en tête, être bouleversé par une image, mais ne pas savoir exactement qu'est-ce qui cause ce bouleversement. On est juste impressionné par quelque chose, et chez Delon, on a la même chose. Mais dans ces textes, il y a quelques extraits de textes qu'on peut lire dans le livre, et vous en avez lu beaucoup. Cette flamboyance, cette manière aussi de retranscrire la folie à des mesures, et aussi le théâtre des cinémas, comme disait Jean-Claude Biette. Est-ce qu'il y a aussi le fait que c'était aussi un poète? Sur cette dimension finalement poétique, elle est intéressante, et c'est quelque chose ça reste une interrogation pour moi. C'est quelqu'un qui a écrit un certain nombre de poèmes, qui a été actif notamment auprès du Grand Jeu, qui est un groupe un peu parallèle, on pourrait dire, aux surréalistes. Il a publié 2 ou 3 poèmes dans la revue du Grand Jeu, donc il avait une activité de poète. Mais ses textes sur le cinéma ne sont pas du tout empreints de poésie. Je dirais même au contraire. C'est vraiment, et c'est là, il y a une sorte de paradoxe, puisque c'est quelqu'un qui a quand même produit, qui a eu une petite activité poétique, et pour qui visiblement la poésie était importante. Mais en tant qu'écrivain de cinéma, on n'a pas ce rapport au cinéma. C'est pas un rapport poétique au cinéma, et dans l'écriture, c'est absolument pas présent. Quand il écrit des textes sur le cinéma, on a l'impression de discuter avec quelqu'un. Il va suivre le fil de sa pensée en permanence. Il va s'intéresser à une image, et puis il va bifurquer sur un autre sujet, en parlant d'un autre film, en parlant de l'interprétation d'une actrice, en s'adressant directement au lecteur, et puis en suspendant un petit peu sa pensée, en parlant tout d'un coup de la salle, et puis des spectateurs, et puis il va revenir à son film. Des sous-titres, oui. Il y a un moment, et vous parlez des sous-titres. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de structure dans ces textes, et il n'y a pas de poésie, il n'y a pas un vocabulaire recherché, il n'y a pas une recherche d'images, d'analogies fortes. C'est pas du tout un critique ou un écrivain de la formule. C'est vraiment un écrivain d'une sorte de flow. On est dans la discussion en vrai, finalement, dans ces textes. Et personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est en train de discuter avec moi de cinéma. Et ça le différencie de la plupart des écrivains de l'époque qui ont parlé de cinéma. Et puis, il est intéressé aussi par le jeu des acteurs. Ça fait partie des sujets d'intérêt, on pourrait dire, de pas mal d'écrivains de l'époque. Mais c'est à chaque fois traité d'une manière différente. Notamment, le jeu des acteurs va être important dans cette période, la fin des années 20, début des années 30, parce que le jeu des acteurs va considérablement être changé par le passage au parlant. Mais chez Delon, il y a... je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un article qui est tout à fait intéressant, qui a pour titre « Les vedettes laides ». Et donc, quand on croise ce titre d'article, enfin, moi, c'est la réaction que j'ai eue la première fois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce titre? On ne peut pas écrire un article sur des vedettes qui seraient laides. C'est très étrange. Et en allant voir le texte original, parce que c'est là où mon travail est un peu différent de celui qu'a pu faire Alain et Odette Virmaux, c'est que je suis vraiment allée chercher les textes dans leur contexte éditoriaux d'origine. Je me suis rendu compte que ce texte est accompagné de photographies, et que les actrices en question sont pas laides du tout. Hein. C'est pas, ce qualificatif n'a rien à voir avec la beauté. Ce qu'il cherche à traiter, ce qu'il cherche à développer dans cet article, c'est parler de la capacité de ces actrices, en l'occurrence, qui réussissent sur leur visage à traduire la laideur du monde. Et donc, parler des actrices, parler de leur jeu, oui, comme
beaucoup de ses contemporains, mais prendre un autre billet qui n'est pas forcément celui on n'est pas dans le beau, on n'est pas dans l'esthétique, on est dans le réel. Et chez Delon, ça aussi, c'est central. Parler de la réalité, c'est une des raisons sans doute pour laquelle il est fort intéressé, vraiment passionné par le cinéma soviétique. Le cinéma a cet ancrage avec la réalité et le jeu des acteurs doit porter ce rapport au réel. Et ça se fait par des jeux qui n'ont absolument rien de grandiose ou de beau d'une quelconque manière. On est dans un jeu vraisemblable, véridique, qui touche vraiment les émotions, mais quelles qu'elles soient, belles, moins belles, du monde réel dans lequel on peut vivre. Pourquoi, selon vous, c'est quelqu'un qui n'est pas cité entre le moment aujourd'hui, il y a 10, 20, 30, 40 ans, je me penche, j'ai pas souvenir d'avoir lu, vu Ah, je saurais pas dire, hein, c'est vraiment le problème de l'histoire littéraire et puis de l'histoire du cinéma aussi. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, je pourrais dire que c'est un peu une passion. Je travaille maintenant sur un critique de cinéma. Vous me direz s'il est connu ou pas, qui a pour nom Lucien Val, qui a écrit dans ces mêmes années. C'est un homme qui a une production critique absolument gigantesque, mais que l'histoire du cinéma et de la critique n'a absolument pas retenu. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est cité par Bazin comme étant un des seuls critiques indépendants avec Émile Villermoz de l'époque années 10, années 20. Donc, bref, tout ça pour dire que moi, je me passionne pour les écrivains qui n'ont pas été retenus par l'histoire littéraire. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est les trous de notre mémoire et heureusement qu'ils existent. Et puis, je pense que ça vaut la peine vraiment d'y plonger régulièrement parce qu'il y en a plein de ces critiques qui demanderaient à être découverts et à être relus. Alors d'un côté, nous avons André Delon qui écrivait l'aventure des films perdus et puis à côté, nous avons Karine Abadi sur l'aventure des critiques d'art perdus. Il y a une connexion. C'est de la psychologie de bazar ce que je viens de faire, mais en tout cas, il y a une connexion. Il y a une véritable connexion là. Mais j'ai hâte de lire en tout cas ce livre. J'imagine c'est un projet de livre sur ce critique de cinéma dont vous parlez. On verra la forme que ça prendra, mais l'intérêt, je pense, au-delà de tout, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de pousser qui que ce soit à lire finalement ces auteurs, que ce soit Lucien Val, que ce soit ici André Delon. L'intérêt est vraiment dans leurs textes et à chaque fois des rencontres très 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 riches et qui nous permettent, je pense même aujourd'hui de regarder le cinéma autrement parce que là je vais citer Delon, c'est une citation que j'aime beaucoup. C'est très important d'oublier qu'il n'y a pas d'écran sans regard. Eh oui, Delon et le cinéma, c'est édité chez Nouvelle Édition Place. Karine Abadi, allez cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif et procurez-vous ce livre, c'est très important. En tout cas, on apprend beaucoup de choses et ça donne envie de continuer encore à croire que peut-être, on dit souvent que la grosse, la production de films muets est perdue et donc tout un pan de l'histoire du cinéma qu'on ne connaîtra jamais et qui était peut-être même qui est gigantesque. Et ben je pense qu'il y a encore pas mal de noms, de plumes, de textes qu'on a oubliés ou qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su voir, et c'est pour cela que j'en suis reconnaissant du travail que vous avez fourni. Merci beaucoup, Karine Abadi, c'était en tout cas un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.